Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre absolument fondamentale, mais aussi très controversée, Psychologie des foules, de Gustave Le Bon. Ce livre, publié en 1895, a vraiment changé la manière de percevoir les groupes humains, pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte. On est en 1895, le monde est en pleine ébullition, c'est une époque de révolution, l'ère des masses. Une nouvelle force semble en train de prendre le pouvoir, la foule. Et Gustave Le Bon, lui, va essayer de percer son mystère. Voilà la question qui est au cœur de tout son ouvrage. Que se passe-t-il vraiment en nous quand on se fond dans une masse? Et attention, parce que la réponse de Le Bon, elle est, disons, radicale et assez dérangeante. Sa conclusion est là, sans appel. Une fois dans la foule, l'individu n'est plus lui-même. C'est fini. Il devient, je cite, un automate. Ce n'est plus sa raison qui le guide, mais une sorte de force collective inconsciente. C'est cette idée choc qui va être le fil rouge de toute son analyse. Alors, premier point. Pour Le Bon, la fin du 19e siècle, ce n'est pas une période comme les autres. C'est une vraie rupture. Les vieilles certitudes, les vieilles autorités s'effondrent et une nouvelle ère commence, l'ère des foules. Et pour résumer ce basculement, il a une formule absolument géniale. Le droit divin des rois est remplacé par le droit divin des foules. En clair, le pouvoir change de main. Il ne vient plus d'en haut, des monarques, mais d'en bas, de cette nouvelle puissance à la fois immense et totalement imprévisible, l'opinion populaire. D'accord, mais une foule, c'est quoi exactement pour lui? C'est là qu'on arrive vraiment au cœur de sa théorie. C'est l'idée de la naissance d'une âme collective. Ce n'est pas juste une addition de personnes, non, c'est une entité complètement nouvelle qui se forme. Et c'est ça le point le plus important. Une foule, ce n'est pas la simple somme des gens qui la composent, c'est un nouvel être psychologique, avec ses propres pensées, ses propres émotions. Et souvent, cet être est en totale contradiction avec les individus qui en font partie pris séparément. C'est fou quand on y pense. La transformation est brutale. L'individu, quand il est seul, est censé être rationnel, conscient, responsable de ses actes. Mais une fois qu'il est dans la foule, tout bascule. C'est sa part inconsciente, instinctive qui prend le dessus. Et le sentiment de responsabilité, il disparaît complètement. Pour Le Bon, c'est une sorte de régression vers un état plus primitif. Mais alors comment ça marche ce changement radical? Le Bon identifie 3 mécanismes. D'abord, l'anonymat. Bah oui, noyé dans la masse, on se sent invincible, intouchable. Ensuite, la contagion. Les émotions se propagent comme un virus, c'est irrésistible. Et enfin, la suggestibilité. L'individu devient hyper influençable, presque comme sous hypnose, prêt à suivre n'importe quelle impulsion. Bon, on a vu comment cette âme collective se forme. Maintenant, allons voir un peu plus loin. Comment est-ce que ça pense, une foule? Quelles sont les caractéristiques de cet esprit si particulier? Alors là, le portrait qu'il en fait est assez sévère. La foule est impulsive, elle passe de la pire férocité à l'héroïsme le plus total en un instant, elle est esclave de ses impulsions, elle est aussi incroyablement crédule, pour elle tout est possible, ses sentiments sont toujours simples, toujours exagérés, le doute, la nuance, elle ne connaît pas. Et cette citation est essentielle pour comprendre sa pensée. La foule ne raisonne pas, elle pense par image. Une image forte en appelle une autre qui en appelle une autre sans aucune connexion logique. Ça peut même aller jusqu'à l'hallucination collective. La réalité objective, au fond, a très peu d'importance. On pourrait se dire qu'une entité aussi puissante et irrationnelle est par définition incontrôlable. Eh bien pas du tout, nous dit Le Bon, c'est même selon lui assez facile à manipuler pour qui connaît les bons leviers. Voyons voir comment les meneurs s'y prennent. La règle d'or, la voici. On ne persuade pas une foule avec des arguments logiques, on la séduit. Le bon meneur, ce n'est pas un grand orateur qui fait des raisonnements complexes. Non, c'est un psychologue qui sait instinctivement trouver les mots et les images qui vont déchaîner les passions. Le Bon nous donne même la recette, une méthode redoutable en 3 temps. D'abord l'affirmation, on lance une idée simple, péremptoire, sans jamais chercher à la prouver. Ensuite la répétition, on martèle cette affirmation encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans les esprits. Et enfin la contagion, l'idée se propage alors d'elle-même comme un virus. Et l'arme ultime du meneur, c'est ce que Le Bon appelle le prestige. C'est une fascination, un charme magnétique qui émane d'une personne, d'une œuvre ou d'une idée. Face au prestige, notre esprit critique est paralysé. On ne réfléchit plus, on admire, on respecte. C'est ça, la véritable source de l'autorité. On arrive maintenant à la dernière partie, peut-être la plus profonde et la plus troublante de son analyse. La nature, selon lui, fondamentalement religieuse des croyances d'une foule. Pour Le Bon, l'objet de la croyance importe peu. Que ce soit un dieu, un héros national ou une idéologie politique, à partir du moment où une foule s'en empare, cette croyance prend la forme d'un sentiment religieux. Elle devient un dogme. Et ce sentiment religieux a des traits très clairs.
L'adoration d'un chef ou d'une idée, la soumission aveugle à ses dogmes, l'incapacité à les discuter, et bien sûr, le désir ardent de répandre sa foi et une intolérance absolue pour tous ceux qui osent ne pas être d'accord. Cette phrase, elle résume tout. La foule a besoin de Dieu, elle a besoin de maître. Le héros qu'elle porte au triomphe, que ce soit un César ou un Napoléon, devient une véritable divinité, une idole pour laquelle elle est prête à tout sacrifier. Ce qui nous amène à une dernière question, forcément. Le Bon écrivait à l'ère des rassemblements physiques. Est-ce que son analyse, plus d'un siècle plus tard, n'est qu'une simple curiosité historique ? Ou au contraire, est-ce que ces concepts de contagion, de prestige, de meneur sont plus pertinents que jamais pour comprendre la dynamique de nos foules numériques, de nos meutes en ligne ? La question, évidemment, reste ouverte.